Bienvenue dans Café Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler connexion. En effet, je dis souvent que dans l'alliance, qui est un peu socle, bien évidemment en coaching, puisque c'est 70% de la réussite de la séance, mais aussi entre les individus, pour pouvoir être vraiment en écoute optimum, la connexion est quelque chose d'important. Je racontais dans l'épisode avec Laetitia Sautreau qu'on attrape l'alliance avec trois niveaux, trois approches, trois accroches, qui est d'abord le mindset, les pensées, comment je me pose une intention d'être en connexion avec l'autre, comment je me mets dans des pensées d'accueil, comment au niveau du cœur, je suis vraiment en ouverture pour vraiment bien me connecter. Et puis il y a une partie moins palpable, plus invisible, qui est de l'ordre de la connexion. Alors j'ai coutume de faire ça, souvent vous avez dû me voir faire ça. Il y a un truc d'aller chercher là-haut. J'ai pris la définition du dictionnaire pour connexion. Et en fait, il y a deux niveaux. Connexion, il y a le fait d'être relié par des rapports étroits, une histoire de liaison ou d'association, et il y a une histoire de beaucoup plus concrète, beaucoup plus opérationnelle, qui est la liaison électrique entre deux ou plusieurs systèmes conducteurs. Il y aurait donc comme un organe qui assure la liaison. Et c'est cette partie-là que j'ai envie d'explorer aujourd'hui avec mon invité, qui ici, il y a une partie terrestre avec une histoire d'objets, de câbles et tout ça. Il y a une partie plus éthérée, plus impalpable, plus invisible, qui est de l'ordre de la connexion, on pourrait presque dire la connexion des âmes, de ces énergies qui font que vous vous sentez tout de suite bien avec une personne. Il se passe autre chose qu'on ne voit pas forcément. A tout de suite. Aujourd'hui avec Pauline dans un lieu, elle a dit tout à l'heure, et j'aime bien ce terme, vivant. Donc vous allez entendre des bruits. Voilà, vous devez entendre le four, j'allais dire, le poêle. La soufflerie Voilà, du poêle. La soufflerie. Derrière moi, il y a des pierres. C'est un lieu un peu magique. Voilà. J'adore ce lieu. Outre le lieu, j'avais envie avant qu'on échange avec Pauline sur la connexion, comme rituellement, je vais vous expliquer pourquoi Pauline. Alors Pauline, vous allez me dire oui, tu dis ça à chaque fois, c'est une rencontre. Comme chaque invité dans cette émission, c'est une rencontre. Alors Pauline, c'est une rencontre. Avant de rencontrer Pauline, j'ai rencontré un objet qui m'a relié à Pauline. Et on commence déjà là à parler d'un truc de l'ordre de la connexion. Je vous explique. Quand j'ai rencontré Pauline, en fait, j'avais entendu parler qu'elle faisait des pendules. Je vais vous passer tous les détails de comment je suis arrivée ici. Mais à un moment donné, Pauline m'a, je n'ai même pas envie de dire fabriqué, mais a mis en vie un pendule. Cet objet m'a permis, en tout cas, de connecter avec moi-même, évidemment, parce que Pauline, au-delà de faire un pendule, fait des feedbacks de malade, d'une justesse incroyable, qui m'ont appris des choses extraordinaires sur qui j'étais. Je reviendrai là-dessus. Et du coup, ça m'a aussi permis de connecter avec Pauline. Donc, au-delà de la fabrication d'un objet, c'est vraiment tout ce qui s'est passé de palpable et d'impalpable dans les échanges que j'ai eus avec Pauline. Donc, je trouvais que c'était tout à fait juste de rencontrer Pauline et que vous la rencontriez, surtout parce que moi j'ai la chance de la fréquenter, mais que vous la rencontriez pour qu'on puisse ensemble cheminer, voir un petit peu
qu'est-ce que c'est que cette histoire de connexion qui, outre la connexion hyper palpable on se regarde, on se parle, on se dit des mots particuliers, il y a des choses qui se passent ailleurs et qui permettent de se connecter ensemble. Voilà. Bienvenue Pauline. Merci Catherine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va va très bien. Ouais. Alors, justement, pour rebondir, j'avais envie qu'on commence à un petit peu aller à ta rencontre. Ok. Et que tu me racontes un peu qui tu es, déjà. Si on te pose la question, qui es-tu, qu'est-ce que tu réponds? C'est la première question. Pas des moindres. Qui je suis? Eh bien, je suis Pauline, déjà. Je suis une humaine sur cette terre, parmi tant d'autres humains. Et voilà, je suis très liée à l'autre depuis toujours, enfin aux autres. J'ai cette connexion-là. Du coup, tu parles de connexion, mais avec les autres, les gens qui m'entourent, le monde, que je ne comprends pas forcément beaucoup, mais je suis comme une investigatrice de tout ce qui peut se passer autour de moi et en le ressentant à l'intérieur. C'est pas forcément très clair tout ça, mais voilà, du coup, je suis thérapeute dans ce que je fais. Dans ce que je fais, mais surtout dans ce qui m'anime en réalité. C'est bien sûr pas ce qui me définit du tout, parce que notre métier ne nous définit pas. Mais moi, j'aime mettre ce qui me définit dans mon métier, justement. C'est hyper important pour moi, enfin dans mon métier, dans ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc je suis thérapeute énergétique, mais je suis aussi créatrice. Donc tu as parlé des pendules. Et c'est vrai que mon histoire de l'artisanat démarre avec le tournage sur bois. Donc vraiment pour le coup connecté à la matière et à la fois connecté au tout et à l'autre. Donc je fais aussi de l'artisanat thérapeutique et j'accompagne les gens en énergétique. Et puis grâce à des objets comme ça, à mieux, à révéler leurs ressources, leurs blocages, leurs points forts, leurs points faibles, à éclaircir. Voilà. D'accord. Comment t'es arrivée là? C'est une grande question. Comment je suis arrivée là? Alors, ne fais pas sur Terre tout ça. Non. Mais, alors, c'était un soir de 15 juin 89. Comment j'en suis arrivée là? Alors, il va falloir résumer parce les pendules, les pendules. Alors, les pendules. Comment je suis arrivée à faire des pendules? Parce que j'ai toujours aimé travailler avec mes mains et puis créer des choses. De par aussi mon éducation, enfin je viens d'une famille très très créatrice, ce sont mes parents, ma sœur, voilà. Donc j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là, mais je me suis jamais autorisée à créer moi-même parce que je me disais les autres autour de moi et dans ma famille le font tellement bien que moi finalement j'ai pas forcément, c'est peut-être pas mon truc finalement. Et il a fallu attendre 30 ans pour que je m'autorise à enfin sortir quelque chose, créer. Et j'ai toujours apprécié le travail de la matière et le bois. Et j'avais un rêve qui était de tourner le bois. Alors, tourner le bois, bien sûr, ça demande des outils particuliers, un savoir-faire, etc. Et j'ai vraiment appris à le faire toute seule, en fait. Et puis, voilà, donc moi seule, avec ma goût, j'ai mon morceau de bois en me disant « Alors, comment ça marche? Comment ça fonctionne ?» Et puis de là est venue la création des pendules. Avec une forme sans jamais vouloir chercher à leur donner une forme ou à réfléchir à la forme. J'ai mis le bois, j'ai pris ma gouge et je me suis dit ok, on y va et on voit ce qui sort quoi. Voilà. Donc l'idée c'était de fabriquer des pendules parce que je travaille aussi pas mal avec les pendules bien évidemment. Je me suis dit déjà je vais pouvoir me créer un outil, c'est génial, et peut-être créer un outil pour les autres. C'était pas du tout au départ parti pour être un outil de développement personnel et ça l'est devenu un peu. Alors malgré moi, c'est bizarre de dire ça, mais oui et non en fait. Mais c'est venu tout seul finalement. Ça a démarré par 2 amis à moi qui m'ont demandé de créer leur pendule. Donc ok, pas de souci, je vais vous créer un pendule. Et puis, il s'est passé quelque chose pendant le tournage d'assez surprenant.
C'est-à-dire qu'il s'est passé plein de choses pendant le tournage du bois. Et là, m'est venu plein de messages, comme une guidance pour cette personne-là, enfin pour ces deux personnes-là. Donc une fois le pendule finalisé, je leur ai envoyé, et puis ça me trottait quand même dans la tête, et j'avais moi toute l'histoire du pendule, de tout ce qui s'était passé, du choix du bois, parce que tous les bois ont des symboliques bien sûr, au choix des pierres qui vont dessus, et surtout à leur forme et ce qui s'était passé. Pendant la création d'un pendule, il va se passer des accrochages en particulier, le bois qui saute, enfin il peut se passer plein de choses, un vrai travail au niveau du cœur du pendule qui va représenter plus ou moins certaines choses. Et je me suis dit, bon, et je me lance, et je vais leur dire ce qui s'est passé, je vais leur raconter l'histoire de leur pendule, parce qu'après tout, c'est leur pendule, c'est personnalisé, donc c'est intéressant qu'elle l'ait. Mais pas du tout convaincue par ce que j'avais pu percevoir et ressentir. Donc je leur ai dit, écoutez, je pose ça là, je vous envoie le débrief, et puis vous me dites si ça vous parle ou si ça vous parle pas du tout. Comme c'était mes amis, j'étais plutôt à l'aise, et je me suis dit, ok, si je pars en cacahuète, elles sauront me le dire, et c'est très bien comme ça, et puis voilà. Et j'ai eu un retour, super, enfin j'ai eu un retour de ok, oui, tu viens de effectivement raconter à peu près tout ce qui se passe là dans ma vie, ou oui, ça me parle beaucoup, beaucoup. Et là, je me suis autorisée à me dire ok, et si ce que je fabriquais pour l'autre, vraiment en sur-mesure, lui racontait quelque chose en réalité, si la création de ces pendules-là étaient des véritables guidances, finalement. Un petit peu comme quand on tire les cartes. Alors, je tire les cartes depuis un bon paquet de temps. Donc, avec cet outil-là, j'avais aucun... C'est pas que j'avais aucun doute, mais voilà, ça marche bien, ça fonctionne bien, je sais faire parler les cartes, etc. Mais me dire que finalement, on pouvait délivrer une guidance à quelqu'un avec n'importe quel autre outil que les cartes. Et moi, il s'est avéré que c'est la fabrication du pendule. Donc voilà comment j'en suis arrivée là, et j'ai développé à partir de là, donc j'ai rodé un petit peu le truc, et puis j'ai développé la création des pendules de l'âme, où du coup je me connecte avec une photo, nom et prénom, et puis je vais fabriquer un pendule aligné qui va venir raconter plein de choses en fait. Voilà comment j'en suis arrivée là. Et alors tout à l'heure tu disais, malgré moi, oui et non. Donc, oui. Il y a l'opportunité de ces amis qui te demandent. Oui. Donc ça c'est le oui ou c'est le non? Alors, malgré moi, en fait, parce que moi j'étais pas du tout partie pour que ce pendule raconte une histoire, pour une guidance. Et c'est au moment où je me suis connectée à ces deux amis-là, où finalement j'ai branché le câble de la connexion avec l'autre. Et puis une guidance est arrivée, c'est pas qu'elle est arrivée de nulle part, mais c'est que du coup, moi j'étais juste partie au départ pour faire un pendule, et basta. Pour faire juste un objet, hop, un pendule en bois, ok, avec une forme qui a bien voulu sortir, mais ma foi, ça veut pas dire grand-chose. Et au final, si, ça voulait dire beaucoup de choses. Donc malgré moi, dans ce sens-là, dans le sens où je n'avais pas du tout anticipé qu'il allait se passer ça, au niveau... au niveau de la connexion et de la guidance que j'allais recevoir à ce moment-là, quoi. C'était pas prévu. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même un moment où tu lâches, tu acceptes de te laisser faire dans ce... Oui, mais oui. Sacré truc de lâcher prise. Complètement. Oui. Sortira ce qui... Oui, ce qui doit sortir. Et oui, le lâcher prise, du coup, bizarrement, j'ai dû le travailler après. Parce que ce jour-là, j'avais pas du tout prévu de leur délivrer une guidance. Donc j'avais aucune attente, quelle qu'elle soit. Et aucun doute, moi je fabriquais un objet, point barre. Mais étant donné que je travaille sur photo, donc il y a une connexion où je me connecte à la personne quand même, la porte était ouverte finalement. Voilà. Sauf que je m'y attendais pas trop. Donc j'ai reçu ça. Le doute est venu après, j'ai eu une validation extérieure, et puis c'est après où quand on a commencé à me demander des pendules de l'âme qui devaient délivrer une guidance, où j'ai dû retravailler sur mon autorisation de réouvrir cette porte-là, qui était ouverte sans que j'ai besoin de le demander finalement. Donc dès l'instant où il y avait une attente, j'ai dû, là pour le coup, travailler sur lâcher prise et me dire ok, ça a fonctionné une fois, on va rebrancher ce réseau-là, quoi. On va essayer de retrouver la brèche, la porte. Et voilà. Puis après,
L'autorisation est venue après en réalité. C'est sorti sans que j'ai besoin de me l'autoriser, sans que j'ai eu besoin de lâcher prise. J'étais déjà dans un état de lâcher prise finalement, sans le savoir. Parfois ça arrive, sans le savoir, on est dans un état de lâcher prise et puis c'est après souvent on s'en rend compte. Et quand on veut l'être, c'est là où c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà. Ouais, donc il y a vraiment un truc de laisser faire, un truc de... Oui, laisser faire. Ouais, c'est ça. Je m'en suis rendu compte après, on ne s'en rend pas forcément compte sur le coup. Il y avait vraiment un truc d'abandon en fait. Complètement, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, parce que moi j'en ai fait 2 avec toi, donc oui, c'est vrai. C'est assez bluffant. Quand tu dis j'ai laissé faire, c'est venu, c'est quoi ce truc? Comment ça te vient? Tu vois des trucs? Alors comment ça marche et comment oui, c'est toujours très difficile à exprimer avec des mots, parce que c'est beaucoup de ressenti. Comment ça marche? C'est une écoute intérieure, c'est-à-dire que si j'essaie de le retranscrire un petit peu dans la matière, puisque je travaille avec la matière, et c'est la matière qui va me parler, parfois il n'y a pas que la matière qui parle, ça va être moi des ressentis que je vais avoir physiquement, corporellement, quand je suis en train de travailler sur un pendule et puis que je commence à avoir la gorge qui serre et qui me serre et où je sais que ça ne vient pas de moi finalement, ça me donne une belle information. Moi j'ai beaucoup de ressentis qui passent par le corps, des ressentis corporels, donc ça me donne beaucoup d'infos. Ça peut être des images aussi, comme quand on visualise ou comme quand on visualise quelque chose, voilà, qui va se passer ou on aimerait bien que ça se passe comme ça. On n'a pas besoin de fermer les yeux parfois pour se dire tiens là c'est vrai que je me vois bien dans ce lieu prochain là que j'aimerais visiter, puis je serai comme ça. Enfin voilà, on n'a pas besoin de fermer les yeux pour visualiser, donc ça peut être des images comme ça. Ça peut être des mots, des phrases aussi très récurrentes qui sont très accrochées et qui reviennent. C'est pas des voix finalement que j'entends, mais c'est des pensées, des grosses pensées qui sont là pour donner des informations qui sont bien distinctes de mes propres pensées ou de nos propres pensées généralement. Quand elles sont là, ces pensées-là, on se dit ok, j'entends un truc. Alors le terme entendre n'est pas forcément le bon, c'est pas comme si quelqu'un me chuchotait dans l'oreille finalement, mais voilà. Et puis après il y a tout ce qui est la symbolique, et là que je n'arrive pas forcément à expliquer, mais par exemple ça m'est arrivé d'avoir par exemple de gros accrochages au niveau du milieu du bois, très gros accrochages. Tout est symbolique en fait, et du coup où j'étais en train de travailler une forme plutôt arrondie d'ailleurs. Et puis je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette forme-là représente le cœur de cette personne-là. Donc un accrochage, bam, moi je vais avoir une petite douleur, je vais me dire ok, grosse blessure au niveau du cœur, qu'est-ce que ça vient dire? Et puis après la pointe qui va s'affiner plus ou moins, qui va rester plus épaisse. Voilà, ces informations qui moi en fait me semblent évidentes sur le moment et que je ne saurais pas forcément comment expliquer et pourquoi c'est évident ou pas. Le pire ennemi dont j'ai besoin de me débarrasser encore de temps en temps, c'est les doutes et les suppositions. Dès l'instant où je commence à me poser la question de oui mais enfin c'était pas ça et puis c'est pas sûr, c'est fini, je perds la connexion. Mais il y a toujours ce premier ressenti ou ce premier élan, ce premier message qu'on a, paf, ça c'est le cœur, paf, ça c'est la connexion. Tiens, il y a un truc au niveau de la grand-mère. Des trucs qui sortent de nulle part. Puis dès l'instant où on reçoit l'information, on la prend puis on la regarde. Et cette information, si on la regarde avec la lunette du doute et de la supposition, on perd l'essence, quoi. Mais c'est cette info-là ou ce ressenti qui arrive sans crier gare, que j'ai envie de dire, qui est vraiment l'info à prendre et puis se faire confiance. Alors bien sûr, la confiance s'acquiert avec l'expérience aussi. Moi, j'ai pu aussi m'autoriser de plus en plus et puis aller de plus en plus loin dans mes ressentis et de plus en plus loin dans cette porte ouverte parce que j'ai eu des validations extérieures aussi. L'expérience a fait que c'est une grosse prise de risque parfois. J'ai envoyé des pendules avec des guidances où je me suis dit, bon, là, c'était tellement précis et puis parfois pas très agréable, parfois sur des sujets un peu touchy. J'ai pris le risque, je l'ai envoyé, parce que de toute façon, j'avais rien d'autre comme info. Enfin, c'était ça, quoi. Je pouvais pas réinventer quelque chose. Je me suis dit, bon, alors là, ça passe ou ça casse, quoi. Mais c'est blanc ou noir, quoi.
Et c'est passé. Et à chaque fois que ça passe, bah, ça vient valider quelque chose à l'intérieur, ou même si moi j'ai toujours des doutes ou des choses comme ça qui peuvent s'immiscer, ben, l'expérience et la validation extérieure a fait que, ok, j'ai déjà eu ce chemin-là, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive plus ou que j'y arrive pas, et ça va. Voilà, l'idée c'est de faire confiance à ce premier jet. À t'écouter, j'étais en train de faire le parallèle avec le coaching intuitif et je me disais, ben, c'est exactement ça. Il y a parfois des infos qui nous arrivent qui ne sont pas du tout liées à un outil ou à un opérationnel quelconque ou d'un concret et qui, par exemple, moi, ça me fait sortir un mot qui n'a rien à voir avec la conversation ou une hypothèse, pof, et il y a un truc d'oser dire, parce que ça n'a rien à voir, donc on peut se dire, bah, tiens, je suis hors du sujet. Et puis, je sors le truc et je vois les lumières s'allumer. D'un coup, qui me fait oh, comment tu sais, comment machin, ou ah, ça me fait penser. C'est exactement ça. Donc, il y a effectivement ce truc, et plus on fait ça et qu'on tombe juste, après, il arrive un moment où on se pose plus la question. C'est ça. On sait plus que ça valide. Bon, le doute, on dit que le doute fait avancer l'homme, donc c'est toujours bien de ne pas être toujours un peu trop sûr de soi. Mais là, pour le coup, il y a un truc de se faire confiance. En fait. Oui, complètement. Ah oui. Et c'est une prise de risque, c'est vrai. Il faut oser. Et du coup, bon, moi, le conseil que je donne au début, quand on n'est pas très sûr, c'est de dire, bon, quand on est en coaching, j'entends, c'est d'émettre une hypothèse. Il y a quelque chose qui me vient, je ne sais pas, je vous le dépose. Oui. Et comme ça, l'autre, ça peut ne rien lui dire sur le moment, parce que des fois, ça déclenche après. Oui, c'est vrai. C'est pas sur le coup. C'est vrai. Coup, oui. Ça permet aussi de ne pas se flageller et dire, bah non, je suis à côté. C'est ça. Parce que ça va venir après. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça m'arrive beaucoup aussi en soins, quand je fais des accompagnements en soins énergétiques, où parfois, il y a des infos qui arrivent et on se dit, ouais, c'est quand même un peu chaud à... C'est pas que j'annonce des grandes nouvelles, je peux pas annoncer quelque chose que la personne ne sait pas déjà, ou voilà, mais quand, par exemple, ça vient toucher aussi au niveau de la famille, de la mémoire transgénérationnelle, etc., où on se dit, bon... Alors moi, je mettais ce que j'appelle des fusibles, pour me rassurer moi. C'est-à-dire que j'annonçais au départ, et ça m'arrive encore de le faire, parce que ça dépend, on n'a pas... moi, j'ai une patientèle très diverse et variée, donc parfois il y a des gens qui vont être très très ouverts à recevoir n'importe quelle chose, de n'importe quelle manière que ce soit, et puis d'autres où c'est beaucoup plus concret. Donc il faut l'amener différemment. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est effectivement de lancer cette petite phrase avant de lâcher mon info, de dire écoutez, ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est vous qui me dites, mais il y a ça, je ressens ça, ou il y a ceci et cela. Donc voilà. Et puis effectivement, parfois c'est non, ça me parle pas du tout, ok, c'est pas grave, ok, ça veut peut-être dire autre chose. Ou puis parfois on a aussi une base de traduction intuitive qui peut être différente. On va recevoir une info, mais avec nos mots à nous, on va l'interpréter symboliquement de cette manière-là. Et puis c'était peut-être pas la bonne définition finalement, où ça parle autrement. Enfin voilà. Mais c'est vrai que moi, le fait de dire et d'annoncer au départ, écoutez, ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est vraiment, voilà, il y a ça, je ressens ça, et c'est vous qui me dites, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas. Du coup, ça responsabilise aussi la personne d'en face à se questionner. Ça ouvre la porte en disant alors, soit ça me parle pas, ok, donc elle va pas me dire, c'est pas Madame Irma qui va me dire il y a ça. Non, donc ça détend tout le monde, moi en premier, la personne en deuxième, et puis voilà, c'est un petit fusible qui moi m'a permis au départ d'oser dire. Voilà, d'oser dire, écoutez, soit je me trompe complètement, soit je me trompe pas, et dans tous les cas, c'est ok quoi. Savoir comment ça se passe globalement un soin. Alors les soins que je fais, ils rentrent dans une démarche de thérapie énergétique. Donc je ne vais jamais recevoir quelqu'un en l'allongeant directement sur la table en lui disant alors voilà, hop, on fait le soin et puis merci, bonsoir. La démarche est vraiment thérapeutique dans le sens où on va venir avec pas forcément une problématique ou une grosse problématique, mais
où je vais déjà venir questionner la personne. Il y a un vrai temps d'échange, comme on est là. D'ailleurs, on est dans l'espace où on échange, voilà, généralement. Histoire de poser les choses, que la personne se pose, elle aussi, avant de recevoir le soin, c'est important. Et puis, je travaille en parallèle avec beaucoup l'hypnose conversationnelle qui me permet de venir m'adresser à un moment donné à 100% de la personne, c'est-à-dire au conscient et à l'inconscient. À venir déjà avoir des premières prises de conscience et puis poser les choses. Comment dire, quels sont les besoins ou les objectifs, etc. On n'est pas obligé d'avoir un objectif prédéfini, mais ce temps d'échange-là, il démarre déjà le soin, parce que moi je me connecte énergétiquement aussi, et puis c'est important que 100% de nous, à cet instant-là, soit vraiment présent, parce que ça permet d'ouvrir les portes aussi derrière, et de réceptionner et d'accueillir ce qui va suivre après, ce qui est le soin. Ensuite, il y a autant de soins que de personnes. Donc c'est difficile à expliquer, mais je travaille sur tout le corps entier. Et puis, donc c'est des appositions de mains sur le corps. Je travaille beaucoup aussi au niveau du crânien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées généralement au niveau du crânien. Déjà, tout ce qui est charge mentale. Et c'est important d'enlever cette chape de plomb, déjà, au niveau du corps énergétique. Et puis après, moi, je vais venir me balader, je vais venir voir... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a au niveau aussi bien des corps qu'on appelle des corps, du corps éthérique, enfin des différents corps qu'on a en dehors de notre corps physique, et puis les centres énergétiques qu'il y a au niveau dans notre corps physique, quoi. Je travaille les deux du coup, pour prendre en charge vraiment la globalité énergétique des personnes. Et puis va se passer ce qui a besoin de se passer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des libérations de blocage, des choses accrochées au niveau du corps physique quand il y a eu des traumatismes physiques ou émotionnels. Ça a forcément un impact au niveau de notre corps énergétique, puisque c'est lui qui va réguler en fait l'homéostasie de notre corps entier, de notre corps mental, physique et émotionnel. Donc le fait de décrypter un petit peu ça avant permet d'ouvrir toutes les portes pour que moi ensuite au niveau du travail énergétique, les portes soient ouvertes et retravailler sur un impact positif en venant, penser un petit peu ce qui a libéré ou rechargé au niveau des zones qui en ont besoin, des zones qui ont subi des traumas, avec un grand T ou avec un petit T, peu importe, pour avoir de nouveau un impact bénéfique au niveau du corps émotionnel, mental et physique. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, c'est difficile à expliquer. Donc après, il va se passer plein de choses, soit ça va être juste un moment de détente, ou soit il va y avoir beaucoup de nettoyage, de charges émotionnelles très fortes ou physiques, soit il va y avoir des libérations au niveau de la mémoire cellulaire, il va y avoir beaucoup... Ça, il y a beaucoup... Alors je ne sais pas si c'est parce que moi je travaille beaucoup sur ça, où je tends à aller vraiment sur ce travail-là, ou si c'est en ce moment un besoin un petit peu commun, mais il y a beaucoup de libération au niveau transgénérationnel et intergénérationnel, c'est-à-dire des bagages en fait qu'on a hérités. Voilà, et puis ma foi, nettoyer quand il y a eu aussi des lésions corporelles, des agressions ou des opérations chirurgicales, et ben voilà, de revenir remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, ou beaucoup d'ordre d'ailleurs souvent dans tout ça, ça permet de repartir sur une meilleure base. Et comment tu fais pour te préparer pour pas absorber toutes ces énergies là que tu dois transiter quelque part à un moment donné pour toi Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que les énergies qui transitent par moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ à l'accepter. Dans le sens où je me disais, oh là là, si ça... Enfin, disons que je vais ressentir beaucoup de choses au niveau de mon corps. Ça va passer beaucoup par mon corps. Par exemple, je peux avoir une douleur, un pic au niveau du genou gauche alors que je travaille sur la tête. Je sais que c'est pas mon genou gauche à moi. Alors je me pose la question, mais j'arrive à le ressentir. Est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est pas le mien? Donc ça passe par mon corps. Beaucoup, et les émotions aussi. Voilà, les gens par exemple chargés de tristesse ou de colère, moi je vais sentir monter l'émotion très fort en moi. Et je réprimais ça beaucoup au départ, parce que je me disais, oh là, j'absorbe beaucoup. Et finalement, je dirais que la manière de me protéger, c'est juste de laisser couler le flot, de savoir qu'il ne m'appartient pas, et puis de le laisser partir. Et en travaillant bien sûr avec la personne. Alors, ça dépend des fois. Parfois, on ne parle pas du tout pendant un soin, et parfois, on parle. Et quand il y a des gros blocages ou des grosses émotions comme ça, généralement, moi, j'aime bien qu'on soit actif
dans la guérison, c'est-à-dire que je vais poser des questions. Je vais poser des questions et puis on peut même partir en hypnose s'il y a besoin pour venir libérer la zone, etc. Travailler sur cette émotion, définir un peu la source, ou pas forcément, mais venir la libérer et que le patient qui soit allongé sur la table soit complètement acteur aussi. Donc j'accompagne beaucoup aussi par la parole. Et c'est pour ça aussi que je travaille avec du sable au niveau des pieds. Parce que ma foi, le sable pour venir éponger tout ce qui me traverse est pas mal. Voilà. Et puis après, je suis quand même dans un endroit où il y a énormément de pierres de protection. Donc ça aide beaucoup aussi. Et puis, c'est un conditionnement, je dirais avant. C'est un... Ouais, c'est une préparation. Oui. Il y a une préparation qui peut être plus ou moins longue. Ça dépend des jours, ça dépend des fois. Ça dépend si moi je suis en forme et que ma fréquence est déjà bien haute, je suis en joie. Voilà, il y a des matins où on se lève plus ou moins bien. Bon ben voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais sentir quand je vais être plus perméable, plus vulnérable. Donc là, je vais mettre en place des petits rituels. Déjà de bien nettoyer le cabinet avec de la sauge ou du palo santo ou mettre une musique, ou parfois ça va être mettre une super musique d'ambiance dans le cabinet et danser avant le soin, parce que moi ça me remonte en énergie. Parfois ça va être beaucoup plus calme. En fait, peu importe l'outil, ce qui compte c'est pas tant l'outil, je ne dirais pas que le palo santo est plus efficace, la sauge l'est plus, etc. C'est le conditionnement. C'est-à-dire que tout ça me permet moi de me conditionner et de faire appel à mon propre mécanisme de protection intérieure. Et ce qui va être le plus important, c'est après le soin, souvent. Ou effectivement, après les soins ou après une journée, là pour le coup, j'ai mon petit rituel qui fonctionne bien. Pour l'instant, c'est celui que j'ai trouvé. Et je vais, moi, venir me nettoyer les mains avec du palo santo ou des pierres. Et puis l'eau, la douche. La douche, pour moi, c'est la chose la plus efficace qui soit pour se nettoyer énergétiquement. Avec des exercices parfois je viens au magnétisme, automagnétisme, en fait, me récupérer un peu les charges que j'ai pu avoir au niveau des différents centres énergétiques et puis les jeter dans la douche. Et c'est très symbolique, mais ça conditionne le nettoyage aussi. Et puis plus on part du principe. Alors après, c'est un peu... J'ai découvert aussi que peu importe les outils qu'on va employer, l'idée, c'est qu'on en soit convaincu. Donc en fait, c'est notre propre intention qui marche. Ouais. Donc les outils sont fabuleux, mais l'idée, c'est de bien prendre conscience que c'est juste à notre service et au service de notre intention. C'est-à-dire que parfois, mon simple rituel avant de démarrer un soin énergétique, ça va être « Ok, je suis convaincue dans mon intention que rien ne pourra m'atteindre. » Ou que quoi qu'il arrive pendant le soin, je serai apte à le gérer. Et que ça ne viendra ni m'atteindre physiquement ou émotionnellement, etc. Et le simple fait de dire ça, j'ai pas besoin de passer du palo santo, etc. C'est efficace. Après, c'est quand même bien, après, d'avoir des outils de nettoyage un petit peu énergétique, c'est toujours bien. Mais en vrai, on n'a pas forcément besoin de ça. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de refuser quelqu'un parce qu'il y avait trop de... ou tu sentais que c'était pas le jour, ou que... Bien qu'il y ait eu une réservation de soins, tout d'un coup, il y a un truc qui... Est-ce que ça peut arriver, ça? Quoi qu'il arrive, t'y vas? Ça m'est arrivé, oui, d'annuler des soins quand moi, je ne me sentais pas apte à travailler, pour le coup. Et ça, je mets un point d'honneur à respecter ça, même si ça m'embête toujours énormément d'annuler mes rendez-vous que j'ai envie d'honorer. Si jamais il y a un jour où je ne suis pas bien, physiquement ou émotionnellement, où je me dis effectivement là, je vais pas du tout être efficace et ça pourrait être délétère non seulement pour moi mais pour la personne aussi. Donc dans ces cas-là, j'annule. Il m'est arrivé d'annuler. Parce que physiquement ça va pas, parce qu'on a tous des hauts, des bas et que ça a jamais été pour moi une fierté que d'aller bosser avec 42 fièvres et une grippe par exemple. Moi c'est un peu pareil. C'est mon outil, c'est mon corps et puis mon mental bien sûr, mon émotionnel. Mais si mon corps ne va pas bien, j'en prends soin et puis je continue le travail quand mon corps est de nouveau réparé. Mais d'annuler un soin parce que je sentais pas forcément la personne ou... Non, mais j'ai envie de dire qu'en fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui réservent aussi, et puis qui annulent ou qui ont un empêchement, etc. Ou alors, des gens qui réservent, et puis pour une raison X ou Y, moi j'ai un empêchement qui est complètement impromptu, et voilà, et donc ça se fait pas. Et finalement, il n'y a jamais d'autres rendez-vous derrière. On n'arrive jamais à se caler, à une horaire, etc. Donc ça se fait tout seul. J'ai pas eu besoin de vraiment
poser une limite à un moment donné avec la personne en face, ou voilà. Pour l'instant, j'ai de la chance. Comme une protection. Oui, bah, je pense qu'on est... Bah, on est tous interconnectés, et en tout cas, moi, c'est ma conviction, et c'est comme ça que je travaille. Donc, les personnes qui viennent, finalement, inconsciemment, elles savent pourquoi elles viennent, et puis elles savent en tout cas que ça va venir bouleverser ou changer quelque chose. Et il y a des moments de fuite où on va pouvoir prendre un rendez-vous. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, par exemple, de faire une fuite vers l'avant parce que j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute ou avec quelqu'un où je savais inconsciemment que ça allait bouleverser quelque chose, mais mon mental était prêt à le faire, mais mon corps énergétique n'était pas prêt à le faire. Donc il m'est arrivé quelque chose, ou j'ai annulé, ou voilà, une fuite. Donc souvent il y a des fuites comme ça, et puis c'est pour mieux reprendre rendez-vous derrière au moment le plus opportun. Tu parlais des différents corps qu'on a. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Oui. Alors, les différents corps énergétiques qu'on a. Oui. Alors, déjà, il y a le corps physique, puisque c'est aussi un corps énergétique, en fait, le corps physique, il se passe des choses à l'intérieur. Et puis, il y en a 7 des corps extérieurs qui sont reliés aux 7 principaux centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Donc, on a le corps éthérique en deuxième. Et puis après, ça se suit au niveau des chakras. Hein. Donc le corps physique est relié au chakra racine, c'est notre ancrage, c'est notre matérialité. Le corps éthérique est relié au chakra sacré. C'est celui d'ailleurs qu'on peut ressentir assez facilement, mais quand on le pratique. C'est-à-dire que le corps éthérique, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire, et que je conseille souvent aussi d'expérimenter ça, parce que c'est génial, c'est hyper rigolo quand on le sent. Mais à un moment donné, on va sentir qu'on arrive à un endroit où ça chauffe un peu plus. Ou un endroit où même on va sentir une tension. Parce que là, je vais aussi avoir... si je rentre au niveau de ton corps éthérique, je rentre aussi dans ta zone de proxémie, en fait. Donc ta zone de sécurité, d'intime. Si je vais aller là, je vais sentir que je franchis un cap, une zone. Et moi, je le sens. Tu le sens aussi? Bah oui, oui. Bien sûr, bah oui. C'est pour ça que je l'ai fait un peu rapide. Excuse-moi. Tu peux, mais oui, que oui, ça se ressent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter vraiment. C'est un peu notre couche de protection qui va protéger le corps physique, là, le corps éthérique. C'est aussi cette fameuse couche qu'on va pouvoir, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, pour expérimenter, à voir la couleur de nos auras. Oui. Voilà, tu te mets en face d'un mur blanc, ou tu peux même mettre ta main au niveau d'une feuille blanche. Et puis tu vas voir se dessiner à un moment donné un contour. En fait, c'est le corps éthérique qu'on voit. Voilà, donc c'est celui qui est en fait le plus accessible, parce qu'il est à côté du corps physique. Et en fait, c'est quand on s'entraîne un peu et qu'on lâche les croyances et les doutes et les suppositions, et qu'on se connecte juste à notre ressenti au niveau des mains et du corps, on peut le sentir. Voilà, moi je le sens, il est là, puis on sent qu'il y a une résistance au bout d'un moment, même si c'est sur du coton. Voilà pour le corps éthérique. Ensuite, il y a le corps astral, le corps causal, le corps émotionnel, le corps bouddhique, relié au troisième œil, et le corps divin. Et après ceux-là, ils peuvent prendre plus ou moins beaucoup d'espace. En soins énergétiques, par exemple, le corps divin qui est relié au chakra couronne, et le corps bouddhique qui est relié au troisième œil, je vais le travailler au niveau du centre énergétique physique, parce que ça se trouve, il est de l'autre côté du jardin, le corps, on ne sait pas. Et pardon, ça arrive aussi que les corps sont déplacés, en fait, décalés. On va avoir des corps énergétiques décalés. Par exemple, donc ça va être souvent de l'ordre du corps soit éthérique ou astral ou causal, en fait, les 3 premiers, jusqu'au niveau celui qui est relié au chakra du cœur. On va le sentir, c'est-à-dire qu'au niveau du check, moi je fais toujours un check en fait sur le corps de la personne et sur les côtés. Et puis parfois, moi, je pars comme ça sur le côté droit, où je sens le corps et je me dis, tiens, il est quand même très à droite. Donc il va falloir le recaler. Alors ça a plusieurs raisons. Je disais tout à l'heure que tout ce qu'on vit dans la sphère physique, émotionnelle, mentale, tout ce qu'on vit d'impact négatif ou traumatique va avoir un impact sur les corps énergétiques. Et c'est en ça où parfois on a des corps qui se décalent, quand par exemple on a vécu...
Alors ça peut être soit une agression, c'est-à-dire qu'on a eu, et ça arrive beaucoup dans les moments de sidération du coup, où il y a une partie de nous un petit peu qui est restée en off, mais qui est restée encore à cet endroit-là. Donc le corps a du mal à nous suivre, parce que lui, le trauma est localisé dans ce corps-là, énergétique. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile à expliquer, et ça paraît toujours un peu farfelu, mais en réalité c'est hyper... Enfin, c'est vrai que moi, du coup, forcément, je suis assez convaincue par ma pratique. Sinon, j'aurais l'impression d'être d'être un peu un gourou, et ça me plaît pas du tout. Mais du coup, c'est-à-dire que les personnes le ressentent vraiment aussi. C'est hyper concret. Voilà, moi, j'ai une approche aussi hyper concrète énergétique. Aussi farfelu que ça puisse paraître, c'est juste farfelu parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment les explications. Comme on les a aujourd'hui pour comment fonctionne notre inconscient, notre subconscient, il y a encore un bon paquet de dizaines d'années. Fallait pas parler d'hypnothérapie d'inconscient parce que voilà, aujourd'hui, c'est prouvé. Scientifiquement, en tout cas, il y a eu des recherches et on peut le voir sur les imageries mentales, comment ça fonctionne, quelle partie du cerveau est activée. Ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui, et ça, je suis ravie d'avoir découvert ça, c'est par exemple sur les traumatismes transgénérationnels. Justement, ces fameux héritages, les fameuses petites valises qu'on se balade, parfois avec la valise du père, de la mère, de la grand-mère, du grand-oncle, voilà. Il est prouvé génétiquement, et ça c'est vraiment de la génétique, que un traumatisme qui a eu lieu à une génération N-2, quoi, enfin deuxième génération, par exemple moi, ma grand-mère, si elle a vécu un traumatisme, il y a un gène qui va être présent moi dans mon ADN, beaucoup plus fort en plus, qui va être, qui c'est donc de l'ordre des chromosomes, etc. Après c'est un petit peu technique, mais il y a eu une étude là-dessus et ils ont matériellement trouvé où est-ce que ça venait se loger dans le corps. Voilà. Donc énergétique, ça reste malheureusement aujourd'hui pas forcément reconnu à sa juste valeur parce que tout simplement on n'a pas encore trouvé matériellement comment ça venait s'expliquer. Mais à la fois, est-ce qu'on a besoin d'expliquer les choses de manière matérielle ? Je ne sais pas. Ouais, c'est une vraie question. Bah oui, après bien sûr, c'est toujours faire confiance en son libre arbitre, c'est, comment dire, l'idée c'est que tout ne se passe pas énergétiquement, etc., mais que c'est ce qui vient englober vraiment notre équilibre. Et puis c'est travailler de manière holistique, en fait, complète. Pourquoi on serait juste qu'un corps, pourquoi on serait juste qu'un mental, et puis il y a le mental qui dit ça et le corps qui dit autre chose. À un moment donné, rassembler les deux, c'est cool, et on se rend compte qu'on a un impact de dingue sur les deux quand on les rassemble, que le corps énergétique arrive à, en troisième plan, et moi je le mets en premier plan du coup, parce qu'il vient englober absolument tout de notre être, quoi. Donc, et puis finalement, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que l'expérimentation, voir si ça nous parle, comment ça nous parle, et l'épreuve, c'est des validations intérieures ou extérieures, quoi. Voilà. À t'écouter, j'étais en train de me dire, du coup, quand je vais bien, oui, j'ai tous mes corps bien... Ah bah oui. Je veux dire alignés, mais... Bien alignés. Ouais, parce que tu disais tout à l'heure... Alors, oui, ça peut... Sur un trauma, ça se oui, déplace. oui. Donc, a priori, ponctuellement... Alors, oui, a priori, c'est pas très gênant d'avoir un corps déplacé. Seulement, quand on vient le replacer, on vient libérer aussi ce pourquoi. Donc, c'est pour ça que moi, dans mes soins, c'est très actif, en fait. On est vraiment acteur aussi du soin et de ce qu'on reçoit, parce que si jamais il y a un trauma, je vais pas dire « Oh ben voilà, hop là, le trauma, merci, bonsoir, il est libéré ». Parfois, ça arrive, mais c'est important que la personne vive et accepte et autorise la libération de ça aussi. Parce qu'on n'est pas forcément tous... pas forcément à chaque fois le bon moment pour libérer nos traumas. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais c'est un vrai cheminement aussi au niveau de notre santé mentale. Est-ce qu'on peut le faire ou ne pas le faire ? Est-ce qu'il est plus sécuritaire pour nous de ne pas le faire ou de le faire ? Maintenant, c'est pas tout le temps qu'il y a des corps énergétiques déplacés. Et généralement, quand on va bien, il peut y avoir des petits décalages, parce que tout ce qu'on va vivre à l'instant T, puis ça se module, ça reste pas, sauf dans le cas de gros trauma, mais sinon c'est évolutif tout au long de la journée, tout au long de l'année, enfin voilà.
parfois on peut avoir aussi des vertiges, des choses comme ça. Ça peut être le fait qu'on soit désaxé aussi dans notre centre. Voilà. Après, c'est multi... comment dire, il y a plusieurs causes aussi à tout ça, mais généralement, les corps énergétiques sont à peu près bien à leur place. Et puis, puis on les développe aussi, le corps bouddhique et le corps divin. Alors après, ça, on peut le mesurer, mais il faut être vraiment très, très loin. Et puis, ça se mesure très bien avec des baguettes de sourcier ou juste avec les mains quand on a l'habitude de le faire. Mais plus on va travailler avec de la méditation, plus on va... Par exemple, ton corps divin, le dernier, celui qui est relié à la connexion, du coup, aux couronnes, va pas être le même le matin quand tu te réveilles, la journée quand tu vas faire des choses très, très factuelles, très terre à terre, ou quand tu vas sortir d'une méditation ou d'un soin énergétique. Il va pas du tout être à la même place. Donc ça varie vraiment. Voilà. Oh, ça me donne envie d'aller faire les expériences. bah oui. Je vais me précipiter. Oui. Alors moi je voulais qu'on aborde les pierres. Moi je suis mis très récemment une pierre. C'est vrai. Chez toi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et voilà, je voudrais qu'on parle un peu des pierres. Alors, tout à l'heure, quand on a préparé, tu m'as dit que j'ai mis 3 pierres, je mets ça, Oui. Et c'était intéressant pourquoi tu avais choisi ces pierres, et je veux bien que tu nous partages. Oui. Alors, j'ai choisi la labradorite. Labradorite qu'on appelle pierre du thérapeute d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui a une propriété de protection qui va être absorbante. C'est-à-dire qu'elle va venir absorber un peu les charges énergétiques négatives et émotionnelles de notre environnement et des autres personnes qui nous environnent. Ça va, voilà, quand on a tendance à faire éponge, en gros, hop, si tu la mets à côté, c'est la labradorite qui fait éponge et c'est pas toi. Après, avec des nuances bien sûr, mais ça permet de protéger les charges énergétiques extérieures. Et puis, parce que c'est un peu dommage, moi je trouve la labradorite, on la considère beaucoup pour ses vertus protectrices. Et à mon sens, pas assez en fait pour tout ce qu'elle fait d'autre. C'est-à-dire que elle ouvre le canal intuitif justement, donc c'est-à-dire notre capacité à ne plus être dans le mental, mais à justement ouvrir cette autre porte qui est l'intuition. En fait, qu'on a même l'instinct en fait, hein, la porte qu'on a tous. Hein, on n'a pas besoin d'y croire ou de ne pas y croire. Hein, c'est en nous et c'est chez tout le monde. Donc elle ouvre ça. C'est quand même génial, ce qu'on appelle le 3e œil dans le jargon. Et puis, elle reflète aussi tout ce qui va être rayonnement intérieur et confiance en soi. La labradorite, elle booste la confiance en soi. Ça, c'est cool aussi. D'accord. Est-ce que la taille a une importance ? Parce que là, je vois qu'on a une grosse. Oui. Des fois, on se prend une petite, on peut se la prendre en collier. Oui, oui. Quel impact du coup ? Alors, oui, la taille a un impact dans le sens où plus la pierre est grande, plus elle va rayonner fort au niveau de sa fréquence énergétique. Voilà, si tu prends un petit bracelet, alors les bracelets c'est parfait parce qu'on les porte sur nous en permanence, donc ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'en avoir un gros, mais plus le pendentif sera gros, plus il va rayonner fort. Après, il y a des pierres qui ont une capacité, enfin qui ont une fréquence énergétique telle, je pense par exemple à l'opale de feu ou toutes ces pierres, ou la topaze, qui sont généralement très petites, déjà ça coûte très cher d'en avoir des grosses, mais une simple petite topaze, par exemple, va avoir un rayonnement énergétique de dingue. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'en avoir une énorme, quoi. Ou alors, ça dépote. Donc, ça dépend aussi des pierres. Et puis, il y a leur forme aussi. Quand elles sont en sphère, par exemple, en forme sphérique, elles vont rayonner un peu dans toute la pièce. Ça va venir rayonner de manière, harmonieuse et manière plus douce, mais plus dense à la fois. Et puis les pointes, alors comme on a là du coup, les pointes elles rayonnent au niveau de l'élévation. Ça va être pour tout ce qui est un peu plus augmenter la fréquence et puis s'élever, voilà, ou venir retrouver un axe, un alignement. Les pierres en pointe travaillent là-dessus. Les géodes, alors les géodes qui sont, il y en a là-bas où il y a une grosse ici, mais du coup les géodes, dans leur aspect de cristaux en fait, hein, c'est une formation cristalline, va avoir un rayonnement plus précis, il va pas forcément être plus grand, mais il va moins être harmonieux, il va être plus précis, plus dirigé. Donc oui, la forme a un impact effectivement. Ouais.
la forme a un impact. Mais oui. Et il y a une pierre assez... Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais il y a des spécificités en fait. Chaque pierre produit des choses différentes, quoi. Oui, chaque pierre produit des choses différentes. Alors pourquoi et comment? C'est de par leur composition, en fait, leur composition atomique. J'ai envie de dire les atomes qui les composent. Par exemple, pour donner un exemple très concret et qui parle très bien, du coup, ça va être la kunzite. Alors la kunzite, qui est une pierre rose, qui est une des pierres les plus riches en lithium. Dans sa composition, dans ses atomes, elle dispose d'énormément de lithium. Le lithium, c'est ce qu'on prend pour venir apaiser nos angoisses. C'est l'antidépresseur, le lithium. Et c'est une pierre qui va agir exactement à l'endroit où on a besoin de... c'est une pierre qui est géniale pour justement tout ce qui est syndrome dépressif, troubles paniques, crise d'angoisse, etc. Parce que le lithium va réagir avec... Alors ça, c'est quand on le porte en bijou aussi. Va réagir avec le lithium que nous fabriquons nous, qui est aussi présent dans notre corps. Donc en fait, c'est une résonance d'atome à atome. Et puis c'est ce qui permet aussi de capter l'énergie de la pierre. C'est parce que on va se canaliser, se canaliser, c'est pas forcément le bon terme, mais se connecter. Qu'est-ce que dit cette pierre? En fait, si vraiment on laisse parler notre connexion au tout, donc aussi bien notre interconnexion à tous les êtres humains et puis aussi aux végétaux, aux animaux et aux minéraux, eh bien, on va avoir une reconnaissance en fait un petit peu énergétique, donc là, clairement, par le biais de l'intuition, de l'instinct, mais un atome, c'est 99% de vide. Donc c'est un conducteur d'énergie. Tout est atome, et en réalité, tout est une succession tout est des atomes imbriqués les uns des autres. Et d'ailleurs, entre chaque atome, il y a je ne sais pas combien de distance et de kilomètres en micro... comment ça s'appelle? En microsciences, mais en micro. Il y a la macro et le micro. Bon, j'ai oublié le terme, mais c'est pas grave. Ce qui fait que c'est composé à 99% de vide. C'est-à-dire que tout ce qui nous compose, tout ce qui compose la matière, est composé à 99% d'informations. Et le vide, c'est de l'information. Donc on va se connecter à cette information. Du coup, par rapport à ce que forment ces atomes-là, on va être en mesure de dire, ok, quand je prends cette pierre-là, alors je me sens plus ou moins bien. Il y a des pierres qui sont adaptées à certaines personnes et d'autres pas du tout. Alors que, par exemple, les pierres de sommeil, clairement, on va conseiller beaucoup l'améthyste pour le sommeil. L'améthyste, c'est pas du tout... ça va pas à tout le monde pour le sommeil. Moi, clairement, une améthyste pour le sommeil, ça va m'exciter plus qu'autre chose parce que dans son rayonnement et dans sa formation, il y a la formation de la pierre. Après ça, je pourrais en parler des heures. C'est assez technique, mais dans sa formation, par exemple, une géode, ça va avoir une structure cristalline. Ça, par exemple, c'est une structure cristalline. Ça forme un cristal. C'est plutôt conseillé chez les personnes qui vont avoir tendance à être un peu léthargiques, à être un peu mollassonnes dans l'énergie, à être un peu... pas forcément avoir une dynamique. Sauf que pour les personnes qui sont très dynamiques et qui ont une charge mentale comme ça, le réseau cristallin, c'est pas une bonne idée. Donc on va plutôt partir sur une autre pierre qu'on appelle de formation métamorphique. Donc il n'a pas du tout de cristal comme ça dedans. Par exemple l'obsidienne, c'est une pierre métamorphique qui a une formation différente et qui va du coup apaiser les mentales surchargées. Donc c'est très... les pierres, c'est une mine d'informations minéralogiques, c'est passionnant. Et c'est à travers cette minéralogie, de la formation de la pierre à la formation de sa composition, qu'on va avoir les principales propriétés de ce qu'elle peut faire. Mais après, c'est de l'expérimentation énergétique, parce que du coup, ça va pas forcément résonner avec nous, comme ça peut résonner avec d'autres personnes. Donc c'est à la fois pointu et à la fois tellement sur mesure et subjectif que c'est vraiment une expérimentation à faire, les pierres. J'ai vu que tu faisais des oracles, et Oui. c'est vraiment le mot parce que tu les fabriques toi-même? Oui,
Oui, complètement. La question qui me venait, c'est est-ce que parfois, avant un soin, dans ton investigation avec l'autre et dans ta connexion avec l'autre, est-ce que tu t'aides des cartes ou est-ce que c'est vraiment quelque chose à côté? Oui. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose d'à côté. Euh, Ça peut m'arriver d'utiliser en thérapie énergétique. Ça peut m'arriver d'utiliser ce biais-là avec des personnes avec qui ça va bien parler. Mais c'est plutôt rare aujourd'hui. Par contre, de tirer les cartes, bah, ça peut m'arriver, bien évidemment, mais c'est vraiment quelque chose à part. Quoique je me souviens, dans ton pendule, Ouais. je sais pas si je peux spoiler ça, mais il y avait eu un tirage de cartes Oui, c'est vrai. qui s'est imposé à moi. Hein. Clairement, c'était pas prévu. Et c'est la seule fois d'ailleurs où ça m'est arrivé. Où je me suis dit, ok, il faut que je fasse une guidance avec des cartes avant de pouvoir fabriquer le pendule. Voilà. Donc, alors, parfois, ça peut s'imposer, hein, la preuve. Mais, enfin, ça peut s'imposer. J'ai le choix de le faire ou non. Hein, mais voilà, quand c'est tellement clair comme ça et que j'arrive de toute façon pas du tout à m'y mettre sans avoir fait ça, bon, bah, c'est que c'est le chemin à prendre. Quoi. Mais oui, j'affectionne particulièrement les oracles et les cartes. J'ai démarré en fait un petit peu comme ça. Enfin, j'ai démarré ma prise de conscience et d'assurance, un peu de guidance et d'énergétique grâce aux cartes. Donc, c'était vraiment mon premier outil. Et puis, du coup, oui, j'ai créé une collection d'oracles avec David, mon conjoint. Bah là aussi, en fait, c'était vraiment un exercice de se dire, ok, c'est cool de créer son propre outil qui va bien avec ce dont on aurait besoin pour justement pouvoir lire en fonction de différentes choses. Donc voilà, mais aujourd'hui, oui, je fais des guidances. J'en fais de moins en moins, mais ça m'arrive, des guidances qui seront toujours reliées sur un axe mais de développement, en fait. Hein. C'est pas de la voyance, c'est de la guidance, donc c'est une vraie différence. C'est-à-dire que je ne vais pas lire dans le futur ou dans le passé, mais ça va venir éclaircir, en fait, ce qui aura besoin d'être éclairci. Comme une séance de thérapie, en fait. Hein. Parfois, ça vaut une séance de thérapie, hein, une guidance. J'ai arrivé de faire une guidance et voilà, en fait, d'avoir des infos du coup, et puis la personne reçoit ça aussi de manière différente, et c'est intéressant. Parce que généralement, quand on demande une guidance pour un tirage de cartes, c'est qu'on fait confiance à cet outil-là. Et c'est un petit peu comme si on recevait un message de l'extérieur qui n'est pas non plus venant de quelqu'un d'autre, mais qui est venant d'un outil. Bien évidemment, ça reste qu'un outil, hein, mais la connexion se fait grâce à l'outil, mais elle se fait à l'intérieur de nous et en connexion. Mais c'est vécu différemment aussi, du coup, la réception des messages et de ce qu'il y a besoin de faire ou de ne pas faire. Enfin, pas de ne pas faire, mais du coup, les blocages, les ressources qu'il y aurait besoin de... En fait, c'est un petit peu éclaircir tous les chemins et voir lequel serait le plus adapté. Et j'aime beaucoup les cartes pour ça, en fait, pour vraiment la dimension de guide, voilà. Et puis c'est bien évidemment la personne en face qui a la responsabilité de ses choix et de là où aller, mais c'est beaucoup mieux d'avoir parfois un éclairage. Si je regarde un peu toute ton activité en fait là, Oui. la thérapie énergétique, Oui. comment tu t'aides d'outils ou pas. Je t'ai demandé qui t'étais, j'ai envie de te demander, pour aller un peu plus loin dans qui t'es, en quoi tout ce que tu fais parle de toi, est en résonance avec qui t'es. Eh oui. Alors là, Tu veux prendre le temps de répondre. rendez-vous dans 15 jours. En quoi Alors, si j'ai bien compris la question, en quoi tout ce que je fais parle de moi? Ouais, c'est une vague question. D'ailleurs, j'ai longtemps cru que j'étais dispersée. Alors, c'est vrai, je peux être dispersée souvent, mais dans ce que j'ai fait, finalement, je me rends compte qu'à chaque fois, c'est quelque chose de commun qui relie tout ça. C'est le partage, c'est la transmission, c'est la création, c'est l'interconnexion. Enfin, c'est comment tout ça peut me raconter quelque part. Je dirais que
Je ne sais pas comment l'exprimer, ça va être difficile, mais par différents outils, différents biais, qui pour moi m'amènent au même résultat, en fait. Tout ça m'amène au même résultat qui est qu'on est tous des êtres interconnectés. On a tous cette capacité de se connecter à la personne qu'on a en face de nous, de se connecter à ses émotions, à ses ressentis, à ses besoins, parfois même avant qu'elle le sache, et vice-versa. Et le côté unité, en fait, et unité du vivant, et puis le fait de pouvoir s'apporter des choses mutuellement et de s'aider, de grandir tous ensemble. Je crois que tout ce que je fais raconte ça, finalement, que ce soit par le biais de l'énergétique, des objets. Alors c'est vrai qu'en plus, par la création, comment dire, j'aime laisser aussi un outil, quelque chose de matériel aux gens, et puis c'est une transmission de qui je suis aussi, même dans mes bijoux, etc. Mais je ne sais pas si c'est très clair tout ça. Mais le fil commun, je pense que c'est me connecter en fait à l'unité du vivant, à l'autre en fait. Voilà. Et pourtant, j'ai souvent besoin de moments seuls, mais sans cette connexion à l'autre, je ne serais pas grandement nourrie en fait. Et j'ai toujours eu dans ma vie, et j'ai eu plusieurs... j'ai eu un parcours différent, un parcours assez varié. Et même dans ce que j'ai fait au tout début, là où j'ai commencé à prendre mon indépendance, c'était tout le temps vers l'autre. Parce que c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui m'anime en fait. Parce que ça me permet aussi, bien sûr, de me connecter encore mieux à moi. Voilà. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Nous voilà arrivés au terme de cet échange très riche avec Pauline. J'espère qu'il vous aura éclairé sur les différents moyens de se connecter à l'autre, mais aussi finalement à soi. Quand j'écoute Pauline parler de ça, d'elle et de tout ce qui relie ce qu'elle fait, c'est ce qui me vient. Qu'on parle des différents corps énergétiques, des pierres, des soins thérapeutiques, il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable. Et si je peux vous donner une piste, c'est ce monde autour duquel on a tourné pendant toute l'émission, c'est expérimenter, essayer, parce que finalement, on a tous des croyances et elles peuvent être challengées. Et je vous invite à aller expérimenter. Pauline vous a donné des petits tips et des choses faciles à faire. Moi, je vais m'empresser d'aller me prendre une feuille blanche. Voilà, donc allez expérimenter ça pour tester un peu la connexion avec l'autre, qui peut vous servir, bien évidemment, si vous êtes coach, comment rentrer dans une séance autrement, finalement, qu'avec des questions hyper opérationnelles, mais aussi quand vous êtes coaché, vous allez dans un soin, comment vous relier à l'autre, ou dans une conversation plus personnelle, voilà, comment je me relie à l'autre. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller lire. Je regardais tout à l'heure en écoutant Pauline, elle avait des livres derrière elle qui parlaient des pierres. Il y a tout un tas de documentation sur les soins, etc. Allez-y. Et puis si vous avez envie de rencontrer Pauline, je vous laisse en bas dans les descriptions le lien vers sa boutique, mais aussi pour en savoir un petit peu plus et pour la rencontrer. Je vous dis à très vite dans une prochaine émission.